l'infrarouge nous permettra de traverser ces zones-là de poussière, hein, qu'on ne voit pas dans le visible. Alors, un jour, il y a un ingénieur de chez Hubble, de Baltimore, qui a eu l'idée saugrenue de se dire, mais qu'est-ce qui se passe si je pointe Hubble pendant un très longtemps dans le coin le plus sombre du ciel où on ne voit rien du tout, où on pense qu'il n'y a rien? Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a pointé Hubble pendant un certain temps, je ne me rappelle plus, plusieurs jours ou plusieurs semaines, dans ce coin-là. Un point désert de l'univers, comme on disait. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, on a voulu voir le résultat. C'est ce qu'on appelle le Hubble Deep Field, le champ profond de Hubble. Et voilà. Il n'y a que des galaxies. Donc à perte de vue, que des galaxies. Étant donné que, bon, il y en a qui sont proches, hein, il y a même probablement une étoile relativement proche ici, mais les points les plus rouges, bah, ce sont les points les plus éloignés à cause du redshift. Hein. Voilà, 10 jours consécutifs. Composition de 342 images individuelles, 10 jours consécutifs. Des milliers et des milliers de galaxies. Ça veut dire que il y a vraiment, quel que soit l'univers, quelle que soit la direction on regarde, il n'y a que des galaxies. Alors, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les galaxies très lointaines, donc les rouges, émettent en moyenne, enfin on reçoit en moyenne, 1 photon par semaine. Et on le détecte. 1 photon par semaine. Alors, quelques années plus tard, on a recommencé dans un autre coin du ciel. On avait eu une mission de service qui a encore amélioré les caméras. Et on a recommencé. 10 jours d'exposition, pareil, 10 000 galaxies. Vous voyez. Alors, puis il y a toutes les formes de galaxies. Vous voyez. Voilà quelques détails de différents types de galaxies. Et grâce à ces améliorations des caméras de Hubble, on a pu aller jusqu'à 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc on a remonté relativement loin. Donc au bout de 1 milliard d'années, après le Big Bang, il y a déjà des galaxies qui se forment. Alors évidemment, elles ne ressemblent pas forcément aux galaxies actuelles, hein, mais c'est déjà des ensembles d'étoiles. Et voilà. Et il y a quelques jours, toujours plus, parce que ce que je vous ai montré avant, là, c'était le Hubble Ultra Deep Field, donc le champ ultra profond. Alors après l'ultra, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est difficile, on a fait le Hubble Extreme Deep Field, XDF, Extreme Deep Field Hubble, qu'on a fait très récemment, champ extrêmement profond. 50 heures d'observation, 2 millions de secondes, 2000 images dans le visible, et cette fois-ci dans le proche infrarouge, parce que ça a été fait après la 5e mission de maintenance de Hubble. Et là, c'était un tout petit champ. Vous voyez, le champ, il est là. Et le résultat. Alors, sur cette photo, en fait, on a rajouté le redshift. Vous voyez, alors voilà, le redshift les plus importants, c'est là 8,7, 8,5. C'est des points, bon, il faut le voir. Moi, je les vois sur l'écran, vous ne devez pas les voir là-dessus. Je les vois sur mon PC. Mais ce sont des éléments, ou Z, là, 10, des éléments, vous voyez, un tout petit point rouge à l'intérieur, qui sont situés à 13,2 milliards d'années de nous. Hein, c'est 13,2 milliards d'années. Cette vue contient 5500 galaxies. Et les moins brillantes correspondent à magnitude 31. Pour ceux qui observent, c'est assez extraordinaire. 13,2 milliards d'années. Voilà comment on plonge un peu dans le temps. Parce que regarder dans l'espace, c'est regarder dans le temps. Hein.
plonger dedans, on va voir. On a vraiment l'impression de rentrer dedans, hein. Alors ça aussi, ce sont des films que vous pouvez télécharger sur le site de Hubble ou sur le site de l'ESA. Et voilà, la galaxie a 13,2 milliards d'années, hein, toute rouge. Et on voit ici l'amélioration des performances dans le temps ou dans l'espace, hein, c'est un peu pareil. Vous voyez, le présent est là, et le début de l'univers est là. Bon, bah, de Terre, les télescopes terrestres nous permettent d'aller à peu près jusqu'à là, 6 ou 7 milliards d'années. Les premières années de Hubble, on était limité à 1,5 milliard d'années après le Big Bang, et puis plus on avance, plus on l'a amélioré. Vous voyez, maintenant on est à presque 500 millions d'années du Big Bang. Et le futur, c'est le James Webb Telescope, nous permettrait de franchir cette limite. Alors, je vous en dirai 2 mots à la fin, ça va être intéressant. Alors, Hubble a aussi mesuré les distances dans l'univers en se basant sur ce qu'on appelle les chandelles standards. Alors, vous savez, les chandelles standards, ce sont des étoiles très particulières qui ont l'habitude de briller toujours de la même façon. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une ampoule de 100 watts. C'est toujours une ampoule de 100 watts, hein, où qu'elle soit. Pourquoi? Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons parce qu'elles correspondent toujours au même processus physique. Une explosion, par exemple, qui se produit dans telle circonstance de masse. Donc c'est toujours dans cette même circonstance que cette explosion se produit, cette explosion produisant toujours le même type d'énergie. Donc ça nous sert de référence. Parce que à partir du moment où on connaît la luminosité de départ de mon ampoule, eh bien, suivant la distance, comme on sait que la variation de luminosité, c'est une loi en 1 sur D2, hein, inverse carré. Si je vais deux fois plus loin, je vais avoir 4 fois moins de luminosité, etc. etc. Hein. Donc, si on connaît la luminosité de départ, eh bien, voilà. Si j'ai 1000 watts au départ, par exemple, si je divise par 2, la distance, je ne peux plus avoir que divisé par 4. 250 watts, etc. etc. Donc, ce sont ce qu'on appelle des phares dans l'univers, ou des balises un peu, qui vont nous permettre, eh bien, on va les voir, en les voyant comme ça, en notant la luminosité apparente sur Terre, on se dit, et comme on connaît la luminosité de départ, par le très simple calcul de 1 sur D2, on peut calculer la distance. D'accord? Et c'est comme ça que ces catégories d'étoiles, ça s'appelle soit des supernovas 1A, soit des céphéides. Et voilà, c'est comme ça que Hubble peut détecter, par exemple, ici, une céphéide dans M100. Vous voyez, ici, il n'y a rien, et là, il y a quelque chose. Voilà. Une étoile qui explose à un moment donné, puis après qui s'éteint. Donc ça, on a vu, c'est une extension de l'univers. Alors, Hubble a confirmé aussi l'accélération de l'expansion de l'univers. Vous vous rappelez, je vous ai dit que l'univers est en expansion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tissu de l'univers, c'est le tissu de l'univers qui est en expansion. C'est comme l'exemple, c'est le cake au raisin qu'on met au four, les raisins restent dessus. Les raisins ne changent pas de taille, mais quand le cake gonfle, la distance entre les raisins change. Ben, c'est pareil. Alors,
cet univers étant en expansion, on s'est dit, est-ce qu'il est en expansion pour toujours, ou est-ce qu'il va revenir après, il va se refermer après? Alors on pensait que, comme dans l'univers, la force la plus importante, c'est la force de la gravité, on s'est dit, la gravité, à un moment, elle va faire que l'univers qui est en expansion, eh ben, va revenir, va décélérer, et va revenir, et va peut-être faire un Big Bang à l'envers. Donc on a voulu prouver qu'il y avait une décélération de cette expansion. Je me fais bien comprendre à peu près? Oui. Eh bien, on a prouvé le contraire. C'est toujours comme ça en physique, on cherche quelque chose et on trouve autre chose. En mesurant